Bonjour et bienvenue dans Répétition Minute, le premier podcast horloger en langue française. Je suis Marc Montagne, passionné d'horlogerie et également fondateur de Toolwatch, l'application qui permet de mesurer la précision de ses montres. Dans ce podcast, je partage mon expérience de l'horlogerie et vais à la rencontre des collectionneurs et personnes qui font cette industrie. Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode du podcast Répétition Minute. Une fois n'est pas coutume, je suis de nouveau avec mon ami et collectionneur Benjamin pour un débat horloger. Salut Benjamin. Bonjour à tous, hello Marc. Alors, quel est l'objet du débat de ce jour? Qu'est-ce que tu nous as concocté? Marque de montre et partenariat. Exactement, alors c'était un sujet, voilà, on avait réfléchi un petit peu à ça ensemble. Je trouvais que c'était intéressant parce que finalement c'est presque l'histoire de l'horlogerie, la naissance de l'horlogerie, ou en tout cas des marques sous une forme un peu plus contemporaine. Parce que finalement si on regarde les grandes marques illustres, ça va être à chaque fois, quasiment systématiquement, l'association entre un horloger de génie et un businessman. Exactement, de génie lui aussi. Et quand on regarde, c'est très concrètement l'histoire de Gégère et Lecoultre. Ça peut être Vacheron et Constantin, Patek et Philippe, Audemars et Piguet. Le nerd et le dealer. Exactement. Donc finalement, voilà, cette notion de partenariat, elle a toujours été là dans l'horlogerie, mais on va le voir, elle a quand même pas mal évolué en fonction des âges. Moi, le premier partenariat dont j'ai envie de parler, c'est celui entre les marques et les revendeurs. Exact. Parce que à l'époque, enfin, on voit ça, déjà pour définir un petit peu ce que c'est, ça va être, on parle de montres qui vont avoir une double signature, par exemple. Ouais. Ça va être une montre qui va être faite par une marque, et il y aura aussi le logo du revendeur en question. C'est la fameuse la Rolex Tiffany. Voilà, exactement, la Rolex Tiffany, etc. C'est le bon exemple. Et en fait, c'était à une époque où finalement, les marques horlogères étaient presque, enfin pas presque, étaient moins connues finalement que Tiffany. Tiffany était l'institution, et puis que ça soit Rolex, Patek ou d'autres qui étaient distribués chez Tiffany, ils étaient moins connus sur le marché américain en tout cas que Tiffany. Et donc le marquage du sceau du revendeur sur le cadran était plus important. Et c'était un gage de qualité en termes de style. Il y avait un côté, cette marque qui est pas très connue, pour mes clients, je confirme, je valide comme quoi c'est une sorte d'adoubement en fait. Exactement. Alors, je suis pas un expert de la distribution de Patek aux États-Unis, mais il me semble que c'était exclusivement fait via Tiffany, ou en tout cas que c'était leur plus gros. Mais voilà que quand Patek a ouvert le marché américain, leur gros partenaire c'était Tiffany's, et ils font toujours des montres avec eux aussi d'ailleurs. Et voilà, c'est pas juste un partenariat comme on le verra après, des partenariats plus publicitaires ou quoi, mais là il y avait une vraie raison d'être, et ça raconte un petit peu finalement l'histoire de l'horlogerie. Et ce sont des montres, cette double signature, ça va apporter énormément de valeur aussi sur le marché de la revente. Sur le marché de la revente, on sait qu'il y a des collectionneurs, il y a certains, ils collectionnent uniquement les montres qui sont double signées, et ce qui fait que en plus certaines sont extrêmement rares, donc c'est pour ça que les prix s'envolent, ça atteint des niveaux stratosphériques pour certaines. Complètement, parce que voilà, faut imaginer, il y a des montres qui étaient déjà peu produites à la base, et en plus la version avec le revendeur en question. Exactement. Là on parle de quelques dizaines de pièces, parfois même moins, quoi. Moi je trouve ça assez délire, c'est assez sympa, J'aime énormément aussi, parce que ça rajoute une dimension supplémentaire. Et puis tu sais où la montre a été vendue. Si elle était Tiffany, c'était aux États-Unis. On peut citer d'autres vendeurs, je pense à Gobi en Italie, et Bernard aussi. Qui sait que y a Gublin en Suisse, Beyer en Suisse aussi. Il y avait des montres qui étaient cyclées Cartier aussi. Tout à fait. Et qui n'étaient pas des Cartier. Et t'oublies le plus cool de tous. Serpico Ileno Carcasse. Allez, voilà, on y arrive déjà. Ouais. Parce que pourquoi c'est super cool ces cadrans qui sont double signés? Parce qu'il y a un côté ringard d'un autre temps. Ouais. Ça n'existe plus. Et comment il s'appelle, donc Serpico et Ilenos. Ouais. C'était un détaillant vénézuélien. Ouais. Tout est dit. Qu'est-ce qu'on veut de plus?
Enfin, je veux dire, le Venezuela, on voit ce que c'est aujourd'hui. C'est délire le contraste de se dire l'espèce de dictature chaviste à feu à sang où les mecs ils crèvent de faim dans la rue. T'as une montre double signée d'un détaillant qui était, je sais pas, au Venezuela. On parle, c'est quoi, c'est des années 30 aux années 50, il me semble. Je crois que ça fait peut-être un petit peu plus longtemps, mais oui, peut-être années 70, un truc comme ça. C'est ouf, j'imagine, du coup, l'espèce de haute société vénézuélienne, et des gars qui sont blindés, et puis ils se payent vraiment leur montre d'excellente manufacture suisse, via leurs détaillants historiques qui avaient rubis sur l'ongle au Venezuela. C'est quand même énorme, quoi. Enfin, je veux dire, tu t'achètes un truc historiquement qui n'existe plus, qui est d'un autre temps, qui est d'un autre monde. Exactement, et voilà, c'est cette signature-là, elle illustre vraiment ça. Et voilà, tu disais, ça plaît à beaucoup de collectionneurs. Et ça me fait penser, il y a quelques années, et on était peut-être même allé voir la vente ensemble. Il y avait une vente qui était organisée par Philips, justement sur cette thématique-là. Tout à fait. Je crois que la vente s'appelait Double Signed. Voilà, c'est montre avec les doubles signatures. Il y avait un très beau catalogue, mais comme toujours avec Philips ou les belles ventes aux enchères, tout est intouchable. Tout est intouchable, mais excellent catalogue. Et puis des montres de fou furieux. Ouais. Franchement, c'était top. Quoi. Et il y a vraiment, c'est vraiment une catégorie, je pense encore presque méconnue un petit peu. Ceux qui connaissent apprécient et achètent les montres à des prix stratosphériques, mais c'est pas quelque chose qu'on entend parler à chaque fois lors d'événements entre collectionneurs, etc. C'est certainement pas auprès du grand public, mais c'est encore un truc qui est vraiment intéressant. Et il y a vraiment des dizaines et des dizaines de revendeurs. Donc pour qui s'y intéresse, il y a de matière à faire parce que t'as d'un côté tous les revendeurs, il y en a beaucoup, et puis toutes les marques étaient distribuées via ces revendeurs, quoi. Et quand c'est hyper intéressant, c'est que... T'avais Hermès aussi. Tout à fait. Quand c'est hyper intéressant, c'est quand il y a des revendeurs qui n'existent plus, ou même des marques qui n'existent plus. On revient à ce que je disais, d'un autre monde. C'est bien. Ça, c'est des partenariats que je trouve vraiment, c'est toujours top, quoi. Après, partenariat, maintenant on va explorer, c'est parti un peu dans tous les sens. Et je trouve qu'aujourd'hui, les partenariats, 9 fois sur 10, c'est quand même un peu de la merde. On est d'accord. Ouais. Donc on va faire, je pense, un peu les tops et les flops des partenariats sur chaque thématique. Vous allez voir, il y en a un paquet. Je pense qu'on on va en discuter de quelques-uns. Bien évidemment, il y en a encore plein qu'on a oublié. Oui, on peut pas être exhaustif là-dessus. Exactement. C'est pas le but. Tu penses à quelle thématique, tu penses à quel partenariat là? Bah, les partenariats, quand on parle partenariat de montres, aujourd'hui, un truc qui arrive tout de suite, c'est partenariat avec les marques de bagnole ou avec le sport auto, quoi. C'est peut-être le partenaire le plus évident. Je sais pas que c'est une bonne chose, et puis je pense qu'on pourra en discuter. Mais c'est vrai que voilà, ça, on fait souvent l'association, au-delà des partenariats, mais on fait souvent l'association entre belle mécanique horlogère et belle mécanique automobile, etc. et ça. Donc c'est vrai qu'il y a des ponts qui existent. Maintenant, 9 fois sur 10, comme tu le disais, on tombe un petit peu à côté, puis on est vraiment dans le pur truc marketing. Prenons un exemple. Tu penses à... Le meilleur exemple, moi, un des gros flops, et pourtant, c'est la marque automobile qui fait rêver tout le monde, c'est Ferrari. À chaque fois qu'ils ont fait un partenariat, je veux dire, différentes marques horlogères avec Ferrari, je trouve que ça c'était pas ça. Et puis d'ailleurs, tu me dis partenariat avec Ferrari, on pense, il y a quoi? Il y a eu trop de marques, déjà, ça, problème. Exactement. Il y a eu Panerai. Ouais. Et d'ailleurs, tu les vois, les Panerai, à chaque fois, d'occasion. Tu vois, sur Watchfinder et compagnie, les Panerai les moins chers, c'est les Panerai qui sont estampillés Ferrari. C'est vrai. Ce qui est quand même associé dessus quand ils pensent, parce qu'on parle d'une bagnole qui vaut les yeux de la tête, et une Ferrari qui est pas chère, ça n'existe plus aujourd'hui. Mais par contre, une Panerai qui est estampillée Ferrari, elle va se retrouver pas chère, elle a perdu sa cote. Je suis d'accord avec toi, et c'est là où on pourrait critiquer entre guillemets, cette idée d'association entre les deux marques, parce que quand tu penses à Panerai, tu penses à plus le côté militaire, plus le côté sous-marin, plongée, etc. Enfin, tu penses pas au circuit de Daytona, quoi. Bon, eux, ils se sont dit, je sais pas, ils ont pris les gens un peu pour des cons. On a une marque italienne, on va aller vers c'est le seul lien, finalement. Voilà. Bah non, c'est le lien, c'est entre Rital. Rital avec Rital, ça va fonctionner. C'est de la merde. Ouais. Et puis voilà, là où je te rejoins, c'est que ce partenariat-là, finalement, enfin cette marque-là automobile, on l'a retrouvée ensuite plusieurs fois ailleurs. Donc il y a eu Hublot,
dernièrement. Alors je trouve que l'association entre les deux marques est déjà un peu plus évidente, je trouve. Mais voilà, on sait qu'on est sur quelque chose de très marketing et bon, et d'un autre côté, est-ce que c'est pas un petit peu ça le positionnement de Hublot? Hublot, c'est la fusion, à la fois au niveau des matériaux et dans leurs produits, mais aussi avec les marques. Et puis ils ont fait plein d'autres partenariats, on aura peut-être l'occasion d'y revenir. Pour le coup, Hublot, alors c'est vraiment les kings du partenariat marketing, ils en ont fait, franchement, c'est innombrable. Ouais. Parfois, je pense qu'ils doivent avoir plus de montres en partenariat à quelque chose que de montres de série, j'ai envie de dire. C'est pas faux. Mais quand on avait fait avec Ferrari, il y avait le côté technique qui était assez intéressant. Il me souvient que si je dis pas de conneries, c'était une montre qui avait du genre qui ressemblait en fait à un bloc moteur Ferrari et qui avait 40 jours de réserve de marche, quelque chose comme ça. Effectivement, qui avait un design qui était pas celui que t'associes à Hublot classique, un peu parce que Royal Oak, etc. C'est pour ça la proposition était pas mal en soi sur le papier quand ils ont fait le design. Après la montre, elle avait quand même une drôle de gueule et je sais pas, ça tombe un peu à côté aussi, je trouve. Elle est surtout importable, elle est importable, c'est vrai. Et c'est pas importable entre guillemets avec le côté loufoque hyper rosé que tu pourrais trouver chez MB&F ou tu vois ou d'autres marques, même des Richard Mille, etc. que je trouve pour le coup beaucoup plus portable. Mais là, t'avais vraiment un ovni au poignet et voilà, c'était plus intéressant d'en parler, à regarder comme ça, mais c'est pas une montre que tu t'imagines posséder. En tout cas, moi, je m'imaginais pas. D'ailleurs, Richard Mille a le partenariat avec Ferrari. Oui, ça a été annoncé là, je crois, en début d'année dernière, quelque chose comme ça. Là, évidemment, alors Richard Mille, lui, il a un lien très marqué, on le sait, vers la F1, la course automobile, etc. Donc voilà, ça fait sens. Le problème, c'est, selon moi, c'est que tu dois te traîner un petit peu cet héritage, ce passif qui est pas forcément hyper glorieux. On va voir. Richard Mille, on en reparlera après. Il a fait d'autres partenariats et en plus, c'est un très bon player du partenariat. Franchement, généralement, lui, quand il le fait, c'est vachement bien exécuté. Et puis il est déjà dans ce milieu automobile, donc. Mais à voir. Mais je reste quand même sceptique s'il fait une montre, tu vois, avec un véritable design qui est Ferrari et compagnie. Je sais pas ce que ça va donner. Bon, après tu me diras, Richard Mille, c'est très exactement l'exemple de la marque qui a plus de modèles en partenariat avec n'importe qui, que ce soit un footballeur, un coureur cycliste, Nadal, n'importe quoi, que de modèles non estampillés, entre guillemets. Donc. Avant de parler des sportifs, terminons un peu juste ce qu'on parle sur l'automobile. Oui, il y en a plein d'autres. Il y en a un paquet des partenariats, donc Ferrari, ça n'a pas marché, mais il y en a un pour moi et qui a marché, et en plus, la montre est vraiment canon, et c'est une montre qui est pas nécessairement chère, comparé à d'autres. C'est Baume & Mercier. Ils avaient fait un partenariat avec Carroll Shelby et ils avaient fait une série limitée sur la C Cobra. Alors explique un peu ce que c'est, parce que pour être tout à fait honnête, j'ai même pas le permis, donc voilà, moi ça me parle pas du tout. Donc raconte-moi un peu ce que c'est, quoi. Donc Carroll Shelby, en fait, c'est un préparateur sportif américain qui est légendaire. Je sais pas si t'as vu le fameux film Ford versus Ferrari. Je regarde pas les films non plus. Je suis sûr que pas mal de tes auditeurs, en fait, ont vu le film, qui est un film qui est vraiment sympa. C'est l'Américain qui a donné un peu des lettres, j'allais dire de noblesse, mais je sais pas si les Américains ils ont des lettres de noblesse sur le sport auto, mais qui a donné la street cred, on va dire, dans le sport auto aux Américains aux États-Unis. T'as Carroll Shelby. Et il a fait une voiture, il me semble, si je dis pas de conneries, dans les années 60, fin des 60s, début 70s, qui est une voiture qui est vraiment mythique, qui est la C Cobra. C'est une espèce de roadster de place, à même le sol, une espèce de bombe énergétique qui respire la testostérone et qui respire les chevaux. Bon, toi t'as ton permis, quoi. Exact. Et en quoi consistait le partenariat? La montre ressemble à quoi? Le partenariat, en fait, en hommage à Carroll Shelby et à la C Cobra, ils ont fait aussi en hommage, il me semble, à la Ford Mustang ou en fait ces icônes de voitures américaines qui sont ces voitures de sport américaines qui sont top et qui font rêver pas mal de monde. Ils ont fait des designs spécifiques sur des chronos. Et les montres, je dois dire, alors je suis pas un grand fan de Baume & Mercier, mais elles sont super bien réussies. Par exemple, donc la C Cobra, cette voiture de Carroll Shelby, le logo c'était le Cobra. En fait, au centre, en contrepoids de la trotteuse, de petite seconde du chrono, il y a un cobra qui est découpé. Il y a une tête de cobra.
Et ça a vraiment de la gueule. Je trouve que c'est pas mal du tout. Après, là où c'est pertinent, c'est que voilà, c'est un préparateur américain. Baume & Mercier est populaire aux États-Unis. Hein, le nom des collections Clifton, Hamptons, etc. Et c'est là où finalement, il y a un côté qui me dérange moi, d'un point de vue plus personnel, c'est que oui, effectivement, il y a, on peut utiliser un terme américain puis adapté à l'automobile, il y a un crossover entre les marques horlogères, enfin, en tout cas Baume et puis ce préparateur-là, et entre les clients qui pourraient potentiellement être intéressés avec les deux. Mais voilà, on est très dans un partenariat vraiment hyper marketing, etc. Là où avant l'association, quand on parlait voilà des doubles signatures, c'était naturel, enfin c'était commercialement naturel. Et je trouve qu'on perd un petit peu ça, et qu'on n'apporte pas grand chose à la table. Tu vois, si c'est juste un nouveau design avec voilà, en reprenant les couleurs d'une marque automobile ou quoi que ce soit, ça me parle moins. Tu vois, c'est comme Zenith et Range Rover, effectivement, IVC et Mercedes. Les montres, elles sont, j'ai pas de souci avec les montres en tant que telles. Je trouve juste que la proposition est un peu paresseuse presque d'une manière. Là où en revanche c'était pas du tout paresseux, je trouve qu'il y avait vraiment quelque chose d'enthousiasmant, c'était Jaeger-LeCoultre et Aston Martin. Ouais. Alors je sais pas ce que t'en penses toi, mais moi je suis pas super fan de ce partenariat-là. Alors déjà pour expliquer en quoi ça consiste, donc tout le monde connaît Jaeger-LeCoultre, tout le monde connaît Aston Martin, et ils avaient fait des modèles qui s'appelaient transpondeurs, où en fait c'était sur ta montre, finalement tu pouvais, en appuyant sur la glace de la montre, s'enclencher ou sur un bouton, tu pouvais déverrouiller ton Aston Martin. Ouais. Donc il y a un côté gadget évidemment. Voilà, il y a un côté gadget qui me manque beaucoup, qui me gêne beaucoup, je veux dire. Et ce qui va pas, et d'ailleurs ça manque à personne ce genre de truc là, parce que le problème des partenariats avec un côté gadget, c'est que 18 mois après, c'est ringard et on peut plus l'utiliser, quoi. Je pense que ce projet-là, effectivement, il est complexe à mettre en œuvre parce qu'il y a de l'obsolescence et toutes ces choses-là. Mais c'était juste pour illustrer un petit peu le côté, bon, au moins on a un partenariat, on s'est creusé la tête, on est venu avec une innovation produit, on a fait des choses vraiment différentes. Et pendant les 18 mois que ça fonctionnait, peut-être que ça fonctionne encore maintenant, je sais pas, mais il y avait vraiment quelque chose qui était intéressant, qui était innovant, qui sortait du lot. Et les montres étaient encore portables, etc. Puis il y avait des versions classiques, juste Aston Martin. Tout à fait. Moi, ça n'avait pas parlé plus que ça. Mais en parlant d'innovation technique et tout, il y a un truc, alors qui est extrême. Ouais. Et je pense que plein de gens vont me taper dessus, et même peut-être toi le premier. C'est Jacob & Co qui a fait avec Bugatti. Je sais pas si vous voyez à quoi elle ressemble, la montre. C'est impossible à décrire, je pense. Ouais, c'est impossible à décrire. C'est une espèce de bloc moteur, et il y a des mouvements horlogers. On a l'impression qu'il y a des pistons, en fait. Ouais. Et moi, je trouve ça assez énorme. Je trouve ça assez gaulerie. Ouais. Pourquoi? Parce que déjà, en fait, on n'a même pas à me demander mon avis, parce que le mec qui s'achète une Bugatti, c'est vraiment la montre qui va avec, parce que pareil, une Bugatti, une Chiron là où c'est hors de prix, quoi. Enfin, je veux dire, il faut être un nabab cosmique, de calibre cosmique pour se payer une bagnole pareille. Il faut être un nabab de calibre cosmique aussi, avec un goût qu'on peut juger douteux, qu'on peut questionner pour se payer la montre en fait qui est avec Jacob & Co. Mais par contre, je trouve que la proposition est tellement extrême qu'elle en devient vraiment vraiment intéressante, et ça devient une bonne proposition. Et disons qu'il y a un côté hyper assumé, on grossit le trait à fond, et voilà, on fait pas semblant, et puis on appuie sur le champignon. T'as la bagnole la plus rapide au monde, la plus puissante au monde, une des plus chères au monde. T'as la montre la plus what the fuck au monde aussi, qui va être une des plus chères au monde. Pour moi, ça va de pair, et je trouve que c'est un partenariat qui réussit dans ce sens-là. Après, il y a un autre type de partenariat, puis ça va permettre peut-être de clôturer un peu le côté bagnole, tout ça. Ça va être toujours cette association entre les montres et les voitures. Ça va être, je pense, à Langueux, et il participe à des concours d'élégance, etc. Exact. Je pense que le CEO est lui-même très fan de voitures anciennes, etc. Et là, je trouve ça déjà un peu plus voilà, on va pas dénaturer le produit, on va pas toucher au produit, on va juste plus s'associer. Alors oui, c'est business et marketing, etc. Il n'y a pas de design spécifique proposé. Il y a moins ce côté-là. Et voilà, c'est plus en accord aussi avec
la marque, ça me parle un petit peu plus davantage. Je trouve voilà, c'est un petit peu plus élégant comme approche plutôt que de coller deux logos côte à côte. Quelle autre thématique de partenariat? Moi, je pense à tout ce qui est partenariat avec les sportifs. Il y en a une infinité. Les sportifs, il y a une infinité déjà, ne serait-ce que le foot. Ouais. C'est là où c'est très fort, c'est que Hublot, par contre, encore une fois, c'est très marketing, mais par contre, c'est très fort de leur part. Quand on parle foot et horlogerie, la première vraiment marque horlogère qui arrive à l'esprit, c'est Hublot. Ouais. Parce que le partenariat, ils l'ont mis tellement, ils ont tellement mis le paquet dessus qu'on voit Hublot à chaque fois qu'il y a le temps additionnel où il y a un changement, c'est marqué partout dans tous les stades. Il me semble que c'est le sponsor officiel aussi, le chronométreur officiel des Coupes du Monde. Ouais, je pense peut-être même du PSG, de Kylian Mbappé c'est sûr, de Maradona à l'époque, de Pelé. Oui, ils sont clairement hyper investis dans le foot. C'était les premiers. Ouais. Je sais pas si c'était les premiers, mais en tout cas, à cette échelle-là, c'était les premiers qui étaient visibles, où vraiment ils ont mis le paquet en tant que marque de luxe, aller sur un truc qui est hyper populaire et parfois qui est franchement vulgaire, qui est le football. Parce qu'il y avait un peu un côté snob de toutes les marques horlogères suisses de luxe, de dire oui, le foot c'est populaire, c'est vulgaire, on veut pas être associé à ça. Eux, ils ont mis le paquet là-dedans et ils ont fait des propositions. Alors c'est pas toujours réussi, hein. Honnêtement. On me demande est-ce que tu veux la montre Manchester United, la série limitée? J'en suis pas persuadé. Mais par contre, tu te souviens, on avait eu une autre conversation où je te disais, je mettais en avant toute ma haine que j'avais pour les smartwatches. La smartwatch, là, la montre de l'arbitre. Du monde? Du monde. De l'arbitre. Avec la Goldline technologie. Normalement, la montre vibre dès que le ballon a passé. Je trouve ça assez énorme. Ouais, bien sûr. Je trouve ça assez énorme et en espèce de montre trophée ou montre souvenir. Je me dis, t'as la montre Hublot de l'arbitre de la Coupe du Monde de... C'était quoi? C'était sur 2018 et 2014. Je trouve ça assez cool. Ouais, effectivement, quand je pense au sport, évidemment, je pense à Nadal et Richard Mille. Richard Mille qui sponsorise d'ailleurs énormément de sportifs. Il y a des tennisman, donc Nadal, des golfeurs, des coureurs cyclistes, exceptionnel tout ça. Exceptionnel ces partenariats. La dernière qu'il a faite pour Richard Mille, en termes de design, où en fait ce qui fait office de pont dans la montre, c'est une raquette de fil de, je sais pas ce que c'est comme métal, mais c'est une raquette de fil de titane où ça reprend le design de la raquette, du filet de la raquette de tennis. C'est extra, quoi. C'est vraiment exceptionnel, moi, je trouve. Et puis, ces séries qu'il a fait aussi avec Usain Bolt, le golfeur Bubba Watson. Ça a trop de la gueule, les montres. Ouais, en fait, j'aime beaucoup les montres, mais le partenariat, moi, il y a quelque chose qui me dérange. Ça fait un petit peu, comme quand t'es gamin et que tu veux la montre de Batman. Sauf que passé un certain âge, est-ce que t'as envie d'avoir la montre de Nadal? Moi, ça me parle pas du tout. Et je respecte Nadal en tant que sportif, tout ce que tu veux. C'est une personne que je connais évidemment pas, mais que j'apprécie. Moi je le trouve pas aspirationnel avec son pantacourt et j'ai pas envie de porter sa montre, quoi. Par contre, la montre en elle-même, elle est top, tu vois. Ouais. Et je peux dire, je parle avec tous les... Ça me parle à fond parce que je serais d'accord avec toi dans 99% des cas, ou 99% des cas, vu qu'on est en Suisse. La montre de Batman et compagnie, ça me parle pas. Mais je trouve que Richard Mille, haute horlogerie, il a pris le truc au pied de la lettre et à chaque fois ses propositions, ça a trop de la gueule et je trouve que c'est parlant, c'est réussi. Ouais. Il y a je pense à un autre toujours dans le sportif, ça va être en Rolex avec Federer par exemple. Ça on le voit à chaque fois qu'il soulève un trophée, un peu moins dernièrement malheureusement, faut le dire. C'est vrai qu'il était souvent blessé, mais voilà, on a vraiment cette image là de Federer qui va remettre qui va mettre sa montre après match, parce que lui, contrairement à Nadal, il apporte pas... Ça, c'est le partenariat génial, et c'est le partenariat subtil. Enfin, je veux dire, ils lui font pas un design, ils font pas une série limitée, tu vois, Federer et compagnie. Exactement. Par contre, ils ont d'autres, égéries, mais ils en ont pas un max. Et, Roger Federer, il est poussé vraiment absolument partout. C'est vrai que Roger, qui n'aime pas Roger? Je veux dire, le mec, c'est le gendre idéal, l'esthète du tennis, il est hyper sympa, palmarès de malade, il parle plusieurs langues couramment, c'est un family man, et là, il est hyper chaud avec sa femme et ses gamines. Ou ses gamins, maintenant, et je crois qu'il a... T'es au courant, Non.
Non, mais il avait des jumelles, mais il me semble qu'il a des jumeaux aussi, quoi. Okay. Enfin voilà, c'est hyper bien foutu. C'est hyper bien foutu. Ils ont trouvé le bon gars et ils mettent le paquet. Ouais. Après, voilà, sur Rolex, pour moi, c'est peut-être moins l'envie de s'associer avec des sportifs. Et encore que, parce qu'ils sponsorisent, je crois, Wimbledon, des tournois comme ça. Et eux, leur créneau, c'est plus le côté excellence. Et finalement, peu importe le domaine, dès lors que t'es tout en haut, tu réunis plus ou moins. Exact. Ils adaptent jamais le produit, en fait. C'est là, tu vois, pour revenir à ce que je te disais sur Richard Mille, c'est que t'as pas l'impression de porter la montre de Batman ou de Federer ou de je sais pas qui. Juste voilà, t'as cette association-là qui est faite, mais le produit reste sur son piédestal et tu le traficotes pas, quoi. C'est vrai. Une autre marque qui faisait beaucoup de partenariats, qui en fait toujours évidemment beaucoup, puis on a même eu l'occasion d'en parler il y a quelques temps ensemble. C'était, je pense à Audemars Piguet, dans le sport, avec alors pas la NBA, mais LeBron James par exemple. Ils ont fait aussi une version, alors on repart 10 ans en arrière avec Lionel Messi, puis plein d'autres sportifs et pas que derrière. Je trouve pas ça super réussi. Et pourtant, j'adore leurs produits, mais là, pour le coup, ce que tu disais sur Richard Mille, moi, je le vois vraiment sur Audemars Piguet. Là, ça me fait pas rêver d'avoir la montre de Messi et compagnie. En plus, généralement, les propositions qui ont été faites pour une série limitée, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. Je suis d'accord avec toi. Ouais. C'était ce que je te disais là sur GGR. Alors, t'émettais des réserves justifiées, mais au moins le produit, il avait une raison d'être, il était différent, il y avait de la recherche. Là, à part customiser un petit peu les couleurs, peut-être mettre un petit, je sais pas, genre un protège-couronne un peu différent, tu vois, enfin, changer un petit peu le design à la marge, t'es pas sur quelque chose de fondamentalement innovant, donc tu tournes très vite en rond, alors moi ça m'excite moins. Et c'est là où Richard Mille, c'était quand même ouf, c'est que le gars, pour faire une montre pour un sportif, il repart presque de zéro quand même. Oui, voilà, c'est là où j'accorde quand même ça, et encore une fois, la montre, elle est canon. C'est juste que voilà, moi, j'aurais pas envie, tu vois, en étant hyper arrogant et snob, j'ai envie de dire, mais est-ce que Nadal, il porte une montre avec écrit mon nom dessus, quoi, tu vois, et voilà. Là, ça se défend. Mais donc je me verrais pas, tu vois, moi que ça soit, je préférais porter la vraie montre de Nadal si c'était sa pièce à lui, mais pas une montre estampillée. Et là, ça serait sympa, tu vois, comme enfin, tu vois, une montre portée par une célébrité, ça arrive de temps en temps aux enchères, c'est sûr. Comme ça. Là, il y a quelque chose d'authentique, mais tu vois, porter la montre siglée Nadal parce que Richard Mille l'a payé, moi, ça me parle pas. Non, mais sans pas ça. Mais le produit, design, il est intéressant. Ouais, voilà. Ça peut être parlant, et je trouve que sur Richard Mille, malheureusement, on sait jamais, j'espère qu'un jour, je serai en mesure de m'en payer une, mais c'est pas nécessairement bien parti. Mais voilà, moi j'aimerais trop avoir une Bubba Watson ou une Felipe Massa ou une montre de Nadal, quoi. Franchement, ça me Et je pense que tu les aimerais tout autant s'il y avait pas le storytelling autour de ces personnages-là. Moi, je les aimerais même davantage, et je les aime déjà pas mal, quoi. Mais enfin voilà, on a traité déjà bien ce sujet. Un autre partenariat là qui me vient en tête, c'est celui, je crois qu'il pourrait plus vraiment exister aujourd'hui, c'était Zénith et Cohiba, c'était il y a pas si longtemps. Exact. Mais c'était très à la limite de l'époque où fumer était encore cool. Ouais, là aujourd'hui c'est plus possible, tu vois. Là il y a loi évanisation des esprits, hein. Exactement. Mais c'était il y a pas si longtemps ce partenariat là, c'était à moins de 10 ans, quelque chose comme ça. Moi je l'ai trouvé assez réussi la montre. Mais moi, étonnamment, j'aimais bien aussi. Je sais pas pourquoi. C'est sur le papier tout ce qui, il y a rien pour me plaire parce que voilà, ils mettent une espèce de, on pourrait appeler ça la frise Cohiba, les couleurs, la trame Cohiba comme ça qui traverse le cadran. C'est pas forcément d'un super goût ou quoi, c'est pas très recherché. Non, mais je sais pas, j'aime bien. Ça avait de la gueule, j'aime bien, et en plus surtout la couleur des cadrans. Et on sait qu'il y a d'autres marques horlogères, sans faire un partenariat avec une marque de tabac, qui ont fait une sorte de partenariat ou d'inspiration en fait avec l'univers du tabac, du cigare, pour avoir. Tu penses à qui? Il y avait Belen Ross qui avait fait quelque chose. Oui, exact. Puis même on trouve d'autres marques qui font des cadrans tabac, quoi. Ce sorte de marron vraiment qui a la couleur d'un cigare. Ouais.
Mais c'est vrai que ce partenariat était, enfin, un peu sorti nulle part, j'ai envie de dire. Un peu sorti nulle part et qui était très cool. Et je me souviens à l'époque, en plus, il y avait un packaging, bien évidemment, qui était une boîte à cigares. Ouais, d'habitude, c'est un peu des goodies, c'est un peu des gadgets. On parlait des gadgets et que je balançais dessus. Et là, je trouve que c'est un gadget qui est vraiment canon. Donc, c'est rigolo parce qu'il y a un côté complètement irrationnel parce qu'encore une fois sur le papier on ne peut plus marketing gratuit, etc. Il n'y a pas un lien entre l'horloger Zénith et Cohiba a priori. Alors ils vont toujours te sortir la sauce, le savoir-faire, etc. Oui, ça peut l'appliquer à beaucoup de choses. Mais finalement c'est vrai que il me faisait marrer. Mais ça me fait penser, alors c'était pas un partenariat, mais on est pas non plus une double signature, mais c'était ces fameuses Rolex siglées Domino's Pizza ou avec Mickey ou des trucs comme ça. Et bah il y a un peu ce côté what the fuck où tu vas mixer des trucs qui ont rien à voir ensemble. Mais moi j'adore ces pièces là. Alors la Domino's, moi j'ai du mal, je sais que toi t'aimes beaucoup. Ouais, ça vraiment j'adore. Par contre la Mickey, je trouve ça génial. J'aimerais vraiment en avoir une quoi. Donc voilà, ça me fait marrer. Autre univers un petit peu qu'on peut évoquer là dans les partenariats, c'est autour de la musique. Il y a plein de choses qui sont faites musique et pop culture. Ouais. Mais déjà musique, c'est hyper compliqué. C'est hyper compliqué. Honnêtement, si tu le fais ton partenariat, tu le fais de manière subtile, comme un Rolex fait quelque chose avec Federer. Je veux dire, si t'as une sorte d'égérie ou un talent qui est musical, qui est avec ta marque, pourquoi pas. Après les espèces de séries limitées, je sais que Raymond Veil, c'était les Beatles. Ouais, c'était un gros truc. Il y a eu les Beatles, je crois qu'il y a eu la montre ACDC, il y a eu la montre David Bowie. Enfin, voilà, les gars ils font tout le catalogue des gros groupes un peu mythiques. Puis là c'est de l'achat de licence, c'est-à-dire que les Beatles n'existent malheureusement plus, c'est le plus grand drame de notre siècle je pense. Mais voilà, et voilà, t'achètes une licence. Juste foutre un logo sur un cadran quoi. Ouais, c'est on ne peut plus. Alors moi je suis un grand fan comme toi des Beatles, je suis même un grand fan de CDC et même Bowie. C'est trois artistes vraiment que j'adore. Et Raymond Veil, en plus c'est des montres qui sont Swiss made. Mais en foutant le logo de l'artiste, bah il passe tout de suite pour une chinoiserie quoi. C'est exactement ça, je suis d'accord. Donc pas crédible, très malaisant pour dire les choses simplement en 2021. Exactement. Un autre partenariat malaisant est dans la musique pour faire le lien, c'est Tag Heuer et David Guetta quoi. Oui, effectivement. Je crois qu'ils essayent de l'oublier. On ne voit plus du tout David Guetta avec Tag Heuer. Bah maintenant c'est Ryan Gosling. Ils ont annoncé ça avec la Carrera il y a quelques semaines. Exact. Ça n'a rien à voir non plus, mais voilà. Bon, de façon générale, je suis pas très fan des ambassadeurs. Il y a un côté artificiel et tout qui me parle pas. Mais ça dépend. Mais oui, ça c'est avec David Guetta, ça dépend. La musique c'est compliqué. Honnêtement, c'est hyper compliqué. Et même en parlant de pop culture, je pense à des trucs avec des jeux vidéo ou on l'a vu avec les comics, avec Marvel et c'était Omar Piguet, on en a parlé. Omar Piguet, on en a déjà parlé. On aime ou on n'aime pas, mais moi j'aime pas du tout. J'aime pas du tout. Tag Heuer, on en parlait là. Ils viennent de faire aussi un partenariat avec Super Mario. Ouais. Bon, j'ai pas trop compris. Mais en fait, c'est ça le truc. Alors, quitte à faire un partenariat avec Mario, bon bah voilà, Mario c'est un peu notre enfance, c'est notre génération, on connaît, voilà. J'allais dire, on a tous un côté un peu geek, alors peut-être pas tous, mais en tout cas je l'ai moi. Et quand j'ai eu cette annonce-là, je me dis tiens chouette. Je suis curieux de voir, tu vois, et Tag qui est une marque que j'aime bien, que je respecte, tu sais, avec des modèles justement la Carrera, la Monaco, etc. Enfin, il y a des modèles sympas. J'étais franchement curieux. Je me dis tiens, est-ce que c'est pas celle-ci là qui pourrait un petit peu m'amener un petit peu plus vers cette marque-là, quoi. Et puis finalement, bah voilà, on est vraiment sur le côté, on va juste ajouter le logo. C'est une smartwatch sur laquelle on va utiliser des fonds d'écran Mario. Bah c'est le degré un peu zéro du partenariat, j'ai envie de dire, et pour moi c'était déceptif. Alors oui, peut-être le packaging était joli, des choses comme ça, mais j'achète pas une montre pour un packaging, quoi. Ouais, d'accord. Et puis c'est hyper compliqué quand tu veux faire un partenariat orienté pop culture et que t'es une marque de montre suisse qui est hyper chère et en fait t'es aux antipodes de la pop culture, tu vois, paradoxalement. Alors tu peux essayer de faire le pari en fait du contraste. Ce que fait Audemars Piguet. Moi, j'aime pas du tout personnellement, mais il paraît commercialement ça marche. Donc, grand bien en face. Mais quand t'es Tag, t'es hyper loin de la pop culture quand même, quoi. T'es hyper loin. Enfin, ça va être compliqué. Et c'est pour ça, j'en reviens. Quel est l'horloger qui est un emblème de la pop culture en Suisse
Et tous ces partenariats pop culture, c'est une réussite à chaque fois. Bah, c'est Swatch. C'est Swatch. Une Super Mario chez Tag Heuer, non. Mais par contre, demain, on fait une Super Mario chez Swatch. Il y a moyen que ce soit vraiment cool, quoi. Ils le font avec des groupes de musique, ils le font avec des jeux vidéo, ils le font avec des peintres. Ils ont fait plein de choses, ils ont fait avec la NASA. Exactement, ils font avec absolument tout. Et parce qu'il y a ce côté pop culture un peu consommable, même si c'est des montres qui sont Swiss made. Et là, ça match. Ouais, ça pour fonctionne. le coup, c'est vrai que Swatch a ce côté très très pop qui fonctionne bien. Ouais. Je repense là aux jeux vidéo. Il y avait, tu connais, alors la marque n'existe plus maintenant, mais c'est Romain Jérôme qui avait fait une montre Pac-Man. C'est vrai, exact. Et c'est dommage que Romain Jérôme, ça n'existe plus, hein, ils ont été crucifiés par le Covid, en fait. Quoi. Ouais. C'était hyper bien réussi, cette montre. Ouais. La montre Pac-Man, c'était hyper drôle, et le cadran était assez intéressant, hein. C'était une sorte, je sais pas ce que c'était, mais on aurait dit une sorte d'émail, en fait, quoi. C'est pas impossible, ouais. ça ressemble, je sais pas non plus, mais ça ressemble. Ils avaient Pac-Man, ils avaient une sorte de Space Invader aussi. Hein. Exact, c'est vrai qu'il y avait une petite série. C'est vraiment de la gueule, elle était, Et puis, pour le coup, Romain Jérôme, je parlais être une marque de montre et réussir à faire le lien avec la pop culture. Romain Jérôme, c'est une autre gamme de prix, hein. C'est plus cher que les tags, hein, à l'époque. Ah oui, clairement. Hein, c'était plus cher. Et ils ont réussi. Ils ont réussi à faire ce pont avec la pop culture. Bon, tu dis ils ont réussi, il n'existe plus. Il n'existe plus. mais c'est vrai qu'en tout cas ça faisait parler, puis les montres étaient intéressantes, puis ils avaient fait aussi la montre avec le Titanic, etc. Exact. Des montres avec des astéroïdes, des choses comme ça. C'est vrai que je te dis ils ont réussi, ils ont fait. En tout cas, le partenariat était réussi. Mais à l'époque, je me souviens, c'était unanimement salué vraiment comme oui, et à l'inverse, on critique entre guillemets là, on est déçu par ce partenariat là avec Mario. Il me semble que c'était une édition limitée et que tout a été vendu, donc finalement ça a été vendu, mais après voilà, je pense toujours à ces choses-là, c'est de se dire c'est pas juste si t'as ta réussite commerciale là au jour J, mais c'est plus de se dire bon bah dans 50 ans, est-ce que ça saura contribuer à solidifier un petit peu la marque. Est-ce que le partenariat t'aura servi ou pas? Exactement. Après bien évidemment, nous on est très subjectif, mais bon voilà. Et c'est le but, on est là pour débattre, pour donner véritablement notre avis, quoi. On n'essaye pas d'être consensuel. Je pense à d'autres types de partenariats un petit peu plus armés. Tu vois, t'avais Ben Rose avec le Red, par exemple. Alors pour moi, c'est le partenariat qui fonctionne presque toujours. Ouais. Autant on a dit le partenariat de la musique, le partenariat avec les bagnoles, c'est le truc qui foire 9 fois sur 10. Le partenariat avec l'armée, si franchement t'as un bon design produit, un truc qui est pas trop dégueu, ça réussit 9 fois sur 10. Ben Rose avec le Red ou avec... Attends, Ben Rose marque française. Ouais. Le Red français. Exact. Ça avait trop de la gueule. Ouais. Ça avait trop de la gueule et c'était juste estampillé avec le logo Red. Ouais. Ça avait vraiment de la gueule. Il me semble qu'il Breitling aussi ou même Ben Ross, ils avaient fait une série avec la patrouille de France. Ah Breitling l'avait, c'est sûr. Ben Ross, je m'en rappelle plus. Ouais. Ça avait vraiment de la gueule avec l'armée. Panerai avec des trucs de l'armée. Bon. Ouais. On va y aller doucement. On va redescendre parce que oui, Panerai, si les cadrans qui étaient pas siglés, c'était que c'était une bonne raison. Ouais. C'était les montres qui étaient envoyées aux méchants nazis. Bon, après les montres, elles ont de la gueule. Ah oui, non, mais c'est l'histoire de Panerai. Je veux dire, c'est des montres. C'est ça qui me plaît justement quand tu parles de Bell & Ross avec le Red, etc. C'est qu'on revient à cette origine, des montres un petit peu tout watch, utilitaires. Ouais, des sous-mariniers, des plongeurs. Exactement. Ouais. Donc là, voilà, ça fait sens. Alors c'est sûr que ces partenariats aujourd'hui sont à destin commercial, etc., à visée commerciale. Mais voilà, il y a cette réminiscence d'une époque où voilà, ce que tu avais au poignet, c'était pas juste un accessoire comme un épisode qu'on avait fait ensemble, justement, on parlait de montres et de style, etc. Bon, bah là, c'est... de toute façon, les partenariats avec des marques de montres qui sont des montres professionnelles avec l'armée, ça ne peut que réussir. Ouais. Parce que ça va dans ce sens-là, c'est l'ADN de la marque et c'est un très bon... Il y a par exemple les Speedmaster avec la NASA, le monde de l'espace et compagnie. Là, c'est pas un partenariat, c'est quand même différent. Oui. Pour redire l'histoire, c'est la NASA qui, pour ses vols habités, cherchait une montre pour accompagner les astronautes, les cosmonautes, et ils ont sélectionné plusieurs montres.
il y a un petit peu toutes les marques de l'époque, Rolex et y compris, etc. Et c'est l'Omega Speedmaster qui a été retenu. Donc très juste. Ouais. Après, du point de vue marketing et du point de vue communication, maintenant, ce partenariat, il l'utilise à fond, etc. Il l'utilise à fond. Et je trouve que ça marche toujours très bien. Évidemment. Et comment ne pas parler peut-être du plus grand partenariat jamais fait, ou en tout cas un des plus connus en horlogerie, c'est Omega, puisqu'on en parlait, et James Bond, évidemment. C'est clair. James Bond. Hyper fort, parce que James Bond, initialement, dans les premiers, dans Bon baiser de Russie, dans James Bond contre Dr. No, il porte une Rolex, en fait. Ouais. Il a une Submariner. Bien sûr. James Bond a porté plein d'autres mondes, il y avait des Seiko, etc. Ouais. Dans la franchise, il y a énormément d'autres mondes qui Il y a eu même l'espèce de pulsar, là, qu'a refait Hamilton. Exactement. Moonraker. Ouais, exactement. Donc voilà, il y a plein de choses, mais c'est vrai que c'était très fort de la part d'Omega. Alors là, on est clairement dans le placement produit, on est dans un truc genre super commercial, mais puis c'était sous l'impulsion de Jean-Claude Biver, qu'on a d'ailleurs retrouvé dans les partenariats avec Blue, etc. Après, c'était lui, et puis Tiger, tout ça, c'était évidemment lui à la baguette qui réutilisait un petit peu ces recettes-là. C'est très fort et c'est un partenariat, franchement, qui marche. Mais voilà, le partenariat, il marche. Les montres, quand elles sont sorties, elles déchaînent toujours un petit peu les passions. Très compliqué d'en choper une à chaque fois, chaque année. Je sais pas si c'est si compliqué que ça. Parce que on est sur une édition limitée Omega, c'est-à-dire on parle de la production de Lange x2 sur juste un modèle. Oui, c'est vrai. Quand je dis très compliqué, mais disons que ça se vend et que si t'attends trop longtemps, après elles sont plus là, quoi. Effectivement. Mais je pense que c'est des séries limitées qui tiennent leur valeur, qui tiennent la côte. Il y en a quelques-unes, effectivement, oui, et justement, on parlait de Speedmaster, t'as tout ce truc autour des séries limitées Speedmaster, et t'en as, malgré tout, quelques-unes qui se maintiennent très très bien, donc c'est pas non plus inintéressant d'un point de vue, on va dire, collection, valorisation, etc. Tout ce qui est James Bond, l'univers du cinéma, quand c'est des trucs forts, et qui sont limite historiques, ouais, c'est James Bond qui porte une Omega. Moi, j'ai cette image de Sylvester Stallone ou un Schwarzenegger qui porte une Panerai. Évidemment. Ça parle et ça reste, et je trouve que c'est efficace. Ça. Et ça a énormément porté, je dirais, Panerai dans son renouveau, on va dire, dans les fin des années 90, début des années 2000, quand ça a commencé. Ça a été racheté par Richemont, je crois, en 96, quelque chose comme ça. Enfin, par le groupe Vendôme à l'époque, je pense que ça s'appelait encore comme ça. Et c'est vrai que oui, ça a eu un énorme projecteur grâce à Stallone. Et peut-être on peut clôturer là-dessus en parlant de Panerai. Il y a un autre partenariat plus actuel cette fois-ci, c'est celui avec Mike Horn. Ouais. Tu peux nous en dire un peu plus? Mike Horn, c'est le fameux explorateur sud-africain, enfin suisse-sud-africain. Ouais. Je crois qu'il il a la nationalité suisse aujourd'hui. Ça va trop bien. Je veux dire, à Mike Horn, on parle du mec qui traverse la banquise, qui fait le tour du monde tout en restant le long de l'équateur. C'est l'explorateur. C'est le gars. Ce qu'il représente, c'est en pleine lignée avec l'ADN de Panerai, quoi. Complètement. Et donc ils ont fait des modèles, plusieurs modèles d'ailleurs, ensemble, il me semble. Et puis aussi, je crois qu'il y avait des histoires de je crois que t'avais un modèle qui était peut-être en série limitée, quelque chose comme ça, et si tu l'achetais, tu faisais une expédition, enfin un bout d'expédition, un petit truc, une expérience avec t'avais une expérience avec Mike Horn. Super cool. Ouais. Super cool. Super cool. T'as l'expérience, je veux dire, du point de vue client, là, tes séries limitées, elle prend tout son sens, quoi. Parce que t'as une expérience qui va avec et t'as un sacré souvenir. Ouais. Et puis, je crois qu'il me semble qu'ils avaient fait des nouveaux matériaux, une sorte de carbone composite, pour sa série limitée, qui était Mike Horn, qui est hyper intéressante aussi, où il y avait un bracelet en série limitée, un canvas ou, enfin voilà. Je trouve que l'ambassadeur, il est hyper bien choisi pour Panerai, et j'espère qu'ils vont le garder longtemps, parce que passer après Mike Horn, ça va pas être évident en fait, quoi. Ouais, clairement. Bon, je pense que ça dépend aussi un petit peu de lui, parce qu'il était un peu en galère sur sa dernière expédition, donc il faut que lui aussi fasse attention à lui. Ouais. Et ça dépend aussi de ça, je pense. Ça me fait penser à un autre partenariat, toujours avec les explorateurs là. Et puis on va vraiment arrêter là-dessus, parce que sinon on peut repartir pour une heure. C'est
Vacheron Constantin avec Corey Richards, oui. qui est une montre qui a fait pas mal parler d'elle. Donc pour resituer, donc Corey Richards qui est photographe National Geographic et explorateur américain, qui est un des talents qui travaille avec Vacheron Constantin, qui a escaladé une face qui avait jamais été gravie de l'Everest, enfin qui a tenté cette ascension il y a quelques années. Qui malheureusement n'a pas réussi. Malheureusement pas réussi. Il avait fait avec à son poignet un prototype d'une montre Vacheron Constantin, et Vacheron s'est servi de ce prototype-là pour sortir 2 modèles en édition limitée. Là, il y a un mois à peu près, qui a fait beaucoup parler sur Internet. Hyper bien réussi, la montre est ultra canon. Et c'est une best practice. Et j'en reviens un peu à Richard Mille. Pareil là, Corey Richards. En fait, la montre, le prototype, il a été adapté, il a été fait pour Corey Richards, comme Corey Richard Mille, il a fait un premier prototype pour Nadal. Moi, je m'en fous d'être Corey Richards. En soi. C'est pas ça qui me fait rêver. Mais par contre, la montre, je trouve que la proposition, elle est tellement canon, elle est tellement adaptée, en fait, aux conditions que Corey Richards, il allait malmener la montre en étant sur l'Everest, comme un Rafael Nadal, il va malmener la montre en jouant une finale de Roland Garros. Que, en fait, ce qui compte, c'est pas l'égérie pour qui ça a été fait, c'est tout le contexte, et c'est tout le cheminement de constitution de la montre. C'est ça qui est hyper intéressant. Et l'Everest, les 2 éditions limitées, là, il me semble qu'il y en a 2, donc il y a une dual time et un chrono. Lui, il portait une version plutôt dual time quand il a fait l'ascension. Exact. Et là, ça a été réédité. Donc, ils n'appellent pas ça édition Corey Richards, c'est édition Everest. C'est un lien évidemment avec cette expédition-là. Mais et là où c'est, je trouve assez intéressant, c'est là, je critiquais le manque d'innovation là sur toutes les séries limitées qu'on pouvait avoir de Royal Oak avec toutes les couleurs, etc. On pourrait dire que c'est un peu la même chose, pour être honnête, là, avec Vacheron sur cette montre-là, sauf que Vacheron est en danger beaucoup plus classique, et cette montre-là ayant été peu touchée, finalement là le degré de changement qu'il y a eu sur cette montre, c'est clair. Ça rend l'événement, qui sort du lot, parce qu'on est une montre qui est en titane, etc. Matériau que tu utilises très peu ou quasiment jamais Vacheron. Exactement. Traitement du cadran, les couleurs. Le traitement du cadran qui a une espèce de relief là. Les couleurs, il y a de l'orange. Tu vois pas tous les jours une aiguille orange en fait chez Vacheron. Exactement. Et c'est là où on pourrait dire c'est juste des petites touches comme ça, et il y en a pas mal parce que la masse a été retravaillée, le mouvement a un traitement spécifique. Très belle la masse d'ailleurs. Oui, qui reprend la face de l'Everest, etc. Il y a la chaîne, il me semble qu'il y a la chaîne de l'Himalaya avec l'Everest au milieu qui est gravée sur la masse oscillante. C'est vraiment et puis pour clôturer, c'est ce qu'il faut peut-être retenir de ça, je pense, c'est qu'un partenariat réussi sera celui dans lequel tu arriveras à ramener le plus d'éléments vraiment authentiques, et c'est ça qui va qui va faire ça ressort. La chance sourit aux audacieux, mais l'exécution doit rester qualitative. Je crois qu'on peut s'arrêter là-dessus. Merci Benjamin, et à bientôt. Avec plaisir, à la prochaine. Salut. Merci d'avoir suivi ce podcast. Vous pourrez retrouver les notes de cet épisode sur répétitionminute.com. Vous pouvez également vous abonner au podcast Répétition Minute sur Apple Podcast, Spotify ou autre plateforme, et laisser un avis sur iTunes si le podcast vous a plu. N'hésitez pas à partager ce podcast avec vos amis. C'est un joli cadeau et ça coûte moins cher qu'offrir une montre. Merci et à bientôt.